Bonjour à tous. Voilà, nous allons pouvoir commencer cette formation. Donc, un grand merci à tous ceux qui sont connectés de votre présence. Pour le sujet de la formation, donc une formation technique sur l'I1 Flexi. Donc, je vais vous montrer comment paramétrer l'I1 Flexi pour collecter des données et puis après de les exploiter. Donc le format en 1 heure, ça va être très court pour vous montrer un peu tout ça. Normalement, une formation I1, c'est beaucoup plus long que ça, mais vous allez voir le principe. Puis après, si vous voulez aller plus loin, voilà, vous pourrez toujours nous recontacter pour voir ce que vous voulez faire. Donc nous allons pouvoir démarrer. Je vais commencer en vraiment 5 minutes, vous présenter Ericom pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ou peu qui nous sommes. Mais voilà, ça va prendre 5 minutes, puis après nous démarrons tout de suite la formation. Alors, l'agenda, donc je vais vous présenter, il y a une petite offre, un starter kit, je vous montrerai ce que vous aurez avec ça. Et ensuite, au niveau de la formation, voilà, je vais vous montrer comment créer une variable en lecture ou en écriture dans un PLC, dans un petit automate, gérer des alarmes, des notifications, gérer voilà, comment paramétrer les historiques et comment éventuellement les gérer. Quelques bases de programmation sur le script basique. Et puis, voilà, un peu de création d'une page web embarquée avec le logiciel qui est fourni avec I1. Tout ça, ça va être voilà, très, très rapide, hein, 1 heure, ça va vite passer. Alors, pour commencer, qui sommes-nous, hein, Ericom, nous avons un peu plus de 20 ans d'expérience, hein, puisque la société a été créée en 2001. Donc, nous commençons à avoir une expertise assez poussée sur certains sujets comme l'informatique industrielle, tout ce qui est communication et désormais tout ce qui est IoT. Hein. Donc, on a un chiffre d'affaires qui dépasse les 3, un peu plus de 3,5 millions maintenant. Hein. Donc, le siège social est basé sur Paris. Nous avons un bureau commercial et technique à Saumur et le centre logistique en Vendée à Boufféret. Donc voilà, Ericom, nous sommes 14 personnes hein, réparties dans différentes tâches. Comme commercial, bien sûr, hein, un service technique avec 2 personnes à plein temps qui assurent du support technique et les tâches logistiques, administratives. Voilà. Donc l'équipe commerciale, hein, David Talon, qui est le directeur commercial et exécutif de Ericom, et puis voilà, tout le reste de mes collègues que vous avez peut-être déjà eu pour certains au téléphone ou de visu. Voilà, nous sommes spécialisés dans l'offre de tout ce qui est capteur hein, pour tout ce qui est IoT, donc beaucoup les technologies LoRaWAN, donc des capteurs sans fil, hein, on n'est pas spécialisé dans les capteurs filaires, mais plutôt les capteurs sans fil en technologie LoRa. Donc on a toute une gamme de différents types de capteurs, que ce soit industriels, tertiaires, voilà, on a une gamme assez importante. Tout ce qui est infrastructure, pour tout ce qui est capteur, ça va être les passerelles LoRa, notamment pour faire du LoRa privé, mais également tout ce qui est routeur cellulaire, 4G, 5G maintenant, des passerelles aussi de communication, enfin voilà, tout ce qui permet de faire transiter des données. Nous avons aussi une offre de plateforme IoT également, hein, qui nous permettent d'afficher les données, soit des capteurs ou même des I1 hein, qui peuvent pousser des données sur des plateformes ou des logiciels. On a différentes solutions. Et également, on a toute une offre de services IoT, ça va des abonnements LoRaWAN pour faire du LoRa opéré hein, avec l'opérateur Orange, mais également fourniture de cartes SIM, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous proposer hein? On est toujours là pour vous aider à qualifier des solutions techniques hein, en avant-vente. On va pouvoir aussi vous proposer des formations spécifiques hein, ou sur mesure par rapport à vos besoins sur les produits que l'on vend, hein, bien entendu. Hein. On va pouvoir faire de l'accompagnement technique, hein, de l'assistance technique sur site pour vous aider à la configuration. On n'est pas intégrateur, on ne va pas faire de câblage, hein, c'est vraiment pour
l'accompagnement. Et bien sûr, vous avez aussi le support technique classique dont nos clients bénéficient. Voilà, tous les métiers sur lesquels voilà, on va pouvoir travailler, hein, bien sûr, tout ce qui est sur l'énergie, un gros sujet actuellement. Donc on a beaucoup de solutions pour remonter les données énergétiques, hein, électriques, comptage d'eau, gaz, etc., etc. Tout ce qui est industrie, hein, pour la rendre un peu plus intelligente, pour faire de la maintenance prédictive. Tout ce qui est transport, gestion du bâtiment, enfin voilà, gestion de la ville. Bon, voilà, on a beaucoup de solutions dans tous ces domaines. Voilà, les partenaires avec lesquels nous travaillons, HMS, hein, avec la marque Iwan, hein, ils ont plusieurs marques, hein, HMS, hein, c'est une société un groupe assez important, dont les principales marques sont Iwan, Enibus historiquement, hein, qui sont les passerelles de conversion de protocole, et Intesis, protocole plutôt industriel, hein, pour Enibus, et Intesis qui sont plutôt conversion de protocole plus tertiaire, comme du BACnet, KNX, transformé en Modbus, ou également des passerelles qui permettent de communiquer avec des climatisations. Voilà. Et bien sûr les solutions Iwan, hein, avec Iwan Cozy qui permet de faire de l'accès à distance, et le Flexi qui permet de collecter des données en plus. En plus de ça, on a un nouveau venu de chez HMS, un Oasis, hein, qui sont des solutions plus pour de l'embarquer. On aura l'occasion certainement de vous en parler un peu plus dans le futur. Et puis des passerelles LoRa, Carelink, Option avec la CloudGate, MileSight, capteurs et routeurs, les routeurs Advantech également. Tout ce qui est capteurs, la gamme Wateco, il y a une grande gamme voilà, de capteurs LoRaWAN. PNI, capteur de parking, d'utilisation pas d'un parking. Voilà, il y a beaucoup de solutions possibles. Et enfin, dans la partie analysée, à droite, là, les solutions de plateforme qui permettent de visualiser les données avec la suite IOFINC Keron, qui permet facilement de afficher une donnée d'un capteur LoRa. Les décodeurs sont déjà tout faits pour la plupart des marques. C'est très facile de mettre ça en œuvre. D'autres solutions comme Exacom avec le logiciel Pluto qui est plus orienté pour l'Iwan, Releva pareil, qui est un SCADA sur le cloud. Donc voilà un peu toutes les solutions que l'on peut vous proposer. Donc voilà, un petit aparté sur les capteurs, hein, donc tous les capteurs LoRaWAN de type Wateco ici, hein, donc capteurs plus industriels et côté plus bâtiment pour des températures, humidité, CO2, etc., etc. Capteurs d'énergie aussi également, détection de parking, hein, de l'utilisation d'une place, du tracking également. Donc voilà, vous avez tout ça dans notre gamme. Hein. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter au service commercial. Voilà, la partie Iwan, hein, voilà, les routeurs Iwan, Cozy, Flexi, les passerelles, et toute la gamme routeurs. Hein, voilà, c'est une petite partie de notre portfolio, mais voilà, les routeurs Advantech aussi, hein, 4G, 3G plus trop maintenant, mais 4G, et puis maintenant 5G. Hein, et puis des passerelles LoRaWAN, passerelles extérieures également, ça existe. Donc on a toute une gamme de passerelles. Et tout ce qui est plateforme également, donc avec les trois marques dont je vous ai parlé, hein, le logiciel Pluto, Exacom, la plateforme Keron avec IOFINC et puis Releva. Donc voilà, vous avez un petit exemple de synoptique que l'on peut avoir, de dashboard que l'on peut obtenir. Donc Exacom, c'est plus du reporting, faire des analyses statistiques, ça c'est de l'affichage plutôt voilà, des données historiques et temps réel. Voilà, avec tout ça, juste une aparté sur les services IoT. Et ensuite, on va pouvoir passer à la formation. On a toute une offre pour vous offrir voilà, des abonnements carte SIM multi-opérateurs. Voilà, qui est payable pour un an. Voilà, c'était voilà, une demande de certains clients. Voilà, ils payent pour un an, comme ça, il n'y a pas besoin de payer tous les mois. Et voilà, on a différentes formules. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Gestion de cœur de réseau LoRaWAN aussi également. On a une solution
dans cette optique-là. Du service VPN, mais qui est différent de celui d'Iwan, si vous avez besoin de faire du VPN connecté en permanence avec un SCADA, par exemple, voilà, on a une petite solution. Et puis une offre de location pour des capteurs ou des routeurs. Bon, voilà. Bon, voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, pour la présentation, j'en ai fini. On va pouvoir passer à la formation. Juste avant d'attaquer ça, vous avez une offre spéciale qui s'appelle un Starter Kit IoT, Iwan Flexi. C'est une offre spéciale vraiment avec un prix assez intéressant, donc qui est limité à un pack par société. Donc ce pack, il contient un Iwan Flexi 205, une carte Wi-Fi, une carte d'entrée-sortie physique, avec des entrées Tor, des entrées analogiques, des sorties également, sorties relais. Et vous avez un simulateur d'entrée-sortie qui va être, voilà, il y a des petits interrupteurs, il y a un petit potentiomètre pour faire varier l'entrée analogique. Voilà, il y a un câble Ethernet, un bloc secteur d'alimentation, et voilà. Donc, ce pack vous est proposé à voilà, 480 € hors taxe, qui est un prix très intéressant, mais voilà, vous pouvez l'acquérir et ça vous permet de débuter, de tester la solution sans un investissement trop important. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, moi directement, ou sur info, l'adresse qui s'affiche en haut. On pourra vous faire un devis pour cette offre-là. Voilà, donc on va pouvoir passer à la formation. Alors, pendant la formation, vous pouvez toujours poser vos questions. Vous avez un onglet qui s'appelle QR, questions-réponses. J'essaie de regarder de temps en temps, si j'ai le temps, pour y répondre en live, mais ce sera peut-être pas forcément très facile, mais sinon j'y répondrai à toutes vos questions en fin de la formation. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, donc, la formation va être basée, donc je vais utiliser un Iwan Flexi, d'accord. Bon, j'ai mis les adresses IP pour que ce soit plus clair, qui est connecté à un petit automate programmable, un petit automate Schneider, on ne peut pas le nommer, un M221, c'est un micro-automate. Il y a quelques entrées-sorties, des entrées digitales, des entrées analogiques, et je vais venir les récupérer en mode bus TCP. Donc j'ai un câble qui est connecté entre l'Iwan Flexi et l'automate, d'accord. Donc je vais récupérer quelques données que j'ai mis là avec je me suis mis le mapping mémoire Modbus ici. Donc Iwan Flexi viendra lire en Modbus client dans l'automate. D'accord. Alors, je vais me connecter sur mon Iwan Flexi. Quand on veut le paramétrer, il faut se connecter dessus. Donc Iwan Flexi, il a voilà, son adresse IP. J'ai déjà préconfiguré son adresse IP. Il est sur la même plage en 192, 168, 1089 et le PLC, il est en 1088. Alors, vous voyez bien la fenêtre de login de connexion Iwan. Donc ça, c'est quand vous connectez sur l'adresse IP de l'Iwan, avec un navigateur, vous avez la fenêtre de connexion. Donc le login par défaut, c'est le fameux ADM pour le login et ADM pour le mot de passe. Ça, bien sûr, je vous encourage à le changer ultérieurement, et c'est le login par défaut. Alors, donc quand vous connectez, vous avez déjà une page d'accueil avec. Bon, j'ai préparamétré ma connexion GSM, si on n'en aura pas forcément besoin. Donc j'ai une carte modem GSM. Il est déjà connecté au VPN Talk2M pour ceux qui connaissent. Ça peut être le sujet de la formation. Pour la configuration de la connexion Internet, voilà, le mieux c'est d'utiliser les assistants. Et vous avez la configuration de comment je me connecte à Internet, si c'est par la prise Ethernet, le modem, etc., etc. Puis après le VPN, la configuration au service d'accès à distance. Donc tout ça, bon voilà, c'est pas le lieu de la formation, c'est collecter de la donnée.
Donc, ceux qui connaissent le COSI, voilà, c'est les menus qui sont identiques. Voilà, ça. Ce qu'on n'a pas dans le COSI, bah, c'est les menus de gauche, tout le service pour collecter les données. Alors, on va commencer par... alors, je reviens sur le menu d'accueil. Donc, on a l'état de la connexion, si on est connecté au service d'accès à distance ou pas, et puis bah, voilà, les services généraux. On verra, là, il y a des KPI, c'est des données qu'on peut afficher. Voilà. Quand on se connecte comme ça, rapidement, des données qu'on aura collectées, des données Modbus, par exemple, pour les afficher ici. Pour le moment, j'ai rien, parce que j'ai rien paramétré. Le paramétrage est vide. Alors, pour aller lire une valeur, il faut créer, en fait, il y a une notion de tag ou mnémonique, voilà, un peu comme dans les automates. On va créer une variable ici. Là. Donc, on a, voilà, pour le moment, j'ai rien, c'est tout vide. Il faut commencer par aller paramétrer, en fait, le protocole de communication qu'on va utiliser. Donc, on y va par le serveur d'entrée-sortie. D'accord ? Donc là, ici, vous avez la liste des protocoles de communication. Donc, vous avez un certain nombre. Alors, ici, E1, c'est quand c'est des entrées-sorties physiques avec la carte d'extension. C'est pas vraiment un protocole de communication, mais bon, vous pouvez trouver ça quand on déclare la variable. Protocole E1, c'est-à-dire c'est la carte d'entrée-sortie. Après, vous avez Modbus, c'est ce qui va nous intéresser. Avant, j'y reviendrai après pour faire le paramétrage. Je vais un peu vous montrer ce qu'on a d'autre. On a l'OPC-UA. Donc, quand vous êtes, l'E1 peut être OPC-UA client, donc il va aller collecter des données dans un serveur, d'accord. Donc, il faut déclarer un OPC-UA serveur, donc il va le trouver automatiquement, il va falloir mettre l'adresse IP, puis après il va le trouver, et vous allez mettre l'adresse IP du serveur, éventuellement le port s'il est différent de 4840. Vous pouvez en définir jusqu'à 3. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre les paramètres de communication. Il y a la sécurité, voilà, par certificat, avec un login anonyme, enfin une connexion de type anonyme ou par certificat. Donc voilà. Ensuite, vous avez bien sûr tout ce qui est, si vous voulez communiquer avec un automate Siemens, ça va être S7, 3 et 400, pour les automates 300 et 400. Alors tout ce qui est S7, 1200, 1500, enfin toute la gamme qui fait du Profinet, ça va être le même driver. Ici, vous allez le définir. Voilà. Et il suffit de choisir ici, si vous êtes en MPI, voilà, en Profibus ou en ISO-TCP, qui est la couche de base du Profinet. Ça permet de communiquer avec les automates S7 1200, 1500. Et, voilà. Généralement, S7 300, 400, vous êtes sur un port MPI. Donc, vous allez activer, voilà, topic A, ça veut dire on peut définir jusqu'à 3 équipements avec lesquels on va communiquer. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on est limité à 3? Non. Si on a plus que 3, ça sera dans chacune des variables, il faudra définir le protocole, si on est en ISO-TCP, l'adresse, etc., etc. Et si on le définit déjà là, en fait, il n'y a pas besoin à chaque fois dans la variable de redéfinir tout ce qui est adresse, éventuellement l'adresse IP, etc., etc. Donc ça permet de raccourcir le paramétrage. Voilà. Mais souvent, c'est quand même assez souvent moins de 3, mais ça peut arriver. Si vous voulez faire de l'Ethernet IP, vous allez choisir DF1. Vous allez paramétrer, pareil, chacun des appareils. Donc, pourquoi DF1? Parce qu'il y a le protocole série. Et quand si on précise une adresse IP, vous allez passer en Ethernet IP. Voilà. Donc, on peut aussi communiquer avec tout ce qui est Allen Bradley, Rockwell en Ethernet IP ou dans leur protocole série. Donc, c'est le Logix. Mitsubishi, vous avez protocole Hitachi également. Bon, voilà, c'est des automates qu'on trouve un peu moins dans ce marché. Vous allez avoir du BACnet également. Donc là, pareil, vous allez rentrer l'identifiant de l'appareil.
Ah, vous avez aussi pour les vieux automates Schneider Unitel-Way, ici également. Vous allez paramétrer le port série, la vitesse, etc. etc. Également après le nom du réseau. Voilà. Donc on a toute une série de protocoles possibles. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, mais voilà, avant de commencer à créer une variable, il faut déjà pré-paramétrer. Donc là, je vais revenir sur mon Modbus. On peut faire du Modbus série ou du Modbus TCP. Donc si c'est du Modbus série, on va configurer le port, ici, la vitesse, voilà, la parité, bit d'arrêt, puis voilà. Là, je suis en Modbus TCP, donc je n'ai rien ici. Et je vais configurer au moins un topic. Donc si vous en avez plus de 3, je vous disais, vous configurez dans la variable, mais il faut au moins activer un topic, parce qu'à chaque fois que vous allez créer une variable, vous allez faire référence à un numéro de topic, le A, le B ou le C. D'accord. Donc il faut au moins en activer un pour dire, voilà, j'active la communication. Ensuite, pour le Modbus, il faut mettre le numéro d'esclave. Donc mon automate Schneider, il est en 1. Voilà. Et ensuite, je vais configurer l'adresse IP. Donc là, je vais mettre son adresse IP 192, 168, 10, 88. Et ensuite, on configure la fréquence de consultation. Alors, par défaut, c'est 2 secondes. C'est pas la peine de mettre 10 millisecondes. Le Modbus est fait de telle sorte que c'est quand même un protocole lent. Il pose toutes ces questions. Alors il va pouvoir faire des requêtes groupées, des lectures en groupe, ça dépend comment on va définir nos variables. Donc voilà, donc il faut que j'active au moins un topic. Et ensuite, alors pour aller plus loin, il y a des paramètres avancés où on peut définir le nombre maximum de registres qu'on va pouvoir lire en une fois. En Modbus, on peut faire des lectures groupées. Par défaut, il va faire 100 ou 125, ce qu'autorise le Modbus, mais il y a certains appareils, des fois, qui ne supportent pas. Donc on peut limiter, ou voilà, pour certaines raisons, on veut pouvoir limiter. Donc il y a plusieurs paramètres, on va pouvoir voilà, changer les paramètres par défaut. Voilà, donc je vais valider mon topic et mon paramétrage pour le serveur Modbus. D'accord. Également, au-dessus, ici, il y a serveur Modbus TCP. En fait, par défaut, le serveur Modbus TCP est activé dans l'I1. Donc là, il va se comporter comme un esclave Modbus, l'I1, c'est-à-dire que les variables qu'on va déclarer dans l'I1, on peut aussi les publier en Modbus. On verra dans la variable si on l'autorise ou pas. Mais par défaut, et puis il sera en adresse 100. Ça, c'est quand il est esclave ou serveur. Là, ce que je configure, c'est pour le mode maître ou client, Modbus. Voilà, donc j'active, je valide, et ensuite je vais aller dans mes tags pour créer des tags. Donc, par défaut, vous êtes en mode visualisation, ici, et si je veux créer des nouveaux tags, je mets en mode configuration. Et là, je vais pouvoir ajouter un tag. OK. Alors, donc on commence par définir un tag, par lui donner un nom. D'accord. Il ne faut pas mettre de caractères spéciaux, commencez pas par un chiffre, il me semble. Je crois qu'il n'aime pas. Et puis pas d'accent, voilà, des choses classiques. Donc on va pouvoir y mettre un petit nom, par exemple. Bon, je vais dire que l'entrée analogique, là, la première entrée analogique sur l'automate, par exemple, on va dire que c'est une température. Je vais l'appeler temp, par exemple, n'importe quoi. Là, on peut mettre une description, température, je sais pas, n'importe quoi. Ensuite, c'est là que vous allez dire, voilà, dans quel protocole l'I1 doit communiquer pour récupérer la donnée. Donc, alors même, c'est-à-dire que c'est une variable interne. Vous pouvez très bien créer une variable interne qui peut être utilisée après dans le script basique.
Ça peut être Iwan, et là, c'est les entrées-sorties physiques de l'Iwan, hein, soit avec une carte d'extension. Puis là, bah, il va définir. Donc à chaque fois, vous avez un menu d'aide pour sélectionner la bonne option. Hein, par exemple, voilà, entrée analogique, etc., etc. D'accord. Donc là, je veux dire que c'est Modbus. Alors avant, si on prend l'automate Siemens, on retrouve souvent quand même Siemens et Modbus, hein, dans l'industrie notamment. Pour quand on est en Siemens, en Profibus ou en Profinet, hein, on a le format de données tel qu'on va le retrouver dans le logiciel, que ce soit Stepset ou Tiaportal. Donc on peut aller lire des blocs de données, hein, DB par exemple 0, puis après le M, je sais pas, MW, autant pour moi, format de données, non, voilà, le W0 par exemple. Et là, on peut continuer sur l'adresse de l'équipement, c'est-à-dire donner si c'est par exemple du MPI, du Profibus ou de l'ISO TCP. Mais si je l'ai configuré dans le serveur d'entrée-sortie, en fait, le fait de faire référence au topic A, il va prendre les paramètres qu'on a définis dans le topic A. D'accord ? Voilà. Donc voilà, c'était une petite aparté pour Siemens. Hein. Je reviens sur Modbus. Donc là, également, je fais référence au topic A parce que je l'ai activé. Voilà, donc ça va être les paramètres. Je vais communiquer avec l'adresse IP qui est définie dans le topic A. Hein. Et comme ça, je n'ai pas besoin de le remettre à chaque fois dans l'adresse après. Alors, là, je vais choisir le format de lecture. Hein. Donc, on a le format classique Modbus, hein, avec des adresses qui sont compris entre 1 et 9999. Si on a des adresses qui sont au-delà, on peut avoir sur le format étendu. Là, on va rajouter un plus, et puis on va aller jusqu'à les 30 000, 300 000, quelque chose. D'accord. Là, mon adresse pour aller lire l'entrée analogique, c'est un registre mémoire en 40 000. Vous savez, c'est le code fonction 3 ou 4. Donc en Modbus, il faut un peu maîtriser cette notion-là. Hein. Donc là, c'est des données en 40 000. Hein. Donc 40 001. C'est l'adresse dans le PC, dans l'automate Schneider, hein, le M221, entrée analogique. Et ensuite, il faut que je définisse le format de données. D'accord. Donc là, vous voyez, donc là, pour moi, c'est un flottant. D'accord. Donc si c'est un 16 bits non signé, ben, je vais mettre W. Donc signé ou non signé, ça veut dire parce qu'il interprète le bit de signe ou pas, hein, c'est le bit 15 hein, généralement. Donc je vais pouvoir sélectionner. Si c'est un entier 32 bits non signé ou signé, ben, je vais les choisir. Et également, parfois, vous avez des équipements où le poids fort et le poids faible est inversé. Donc vous pouvez les inverser en choisissant l'un de ces deux-là. Pour les non signés, il y a la même chose pour les valeurs signées en 32 bits. D'accord. Et si je suis en flottant, en format I3E, hein, format flottant, hein, 32 bits, hein, la même chose, je peux aussi avoir la mantis et l'exposant qui vont être inversés. Ça dépend des équipements, et ça, il y a deux standards sur l'industrie. Donc, l'I1 vous permet d'inverser, comme ça, vous n'êtes pas bloqué. Donc, moi, je sais qu'il faut que je prenne le format F, là, ici, format classique. Voilà. Et ici, bah, je remets le format, mais ça, c'est le format d'affichage dans l'I1. Je peux très bien dire, par exemple, bon, c'est une donnée flottante, mais je l'affiche en entier. J'aurai que la partie entière et je ne veux pas afficher par la partie décimale, ce qui est après la virgule. Voilà. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, ça peut être. Mais c'est uniquement du format d'affichage dans l'I1. C'est pas le format de lecture Modbus. Il faut bien comprendre ça. D'accord. Si on veut, on peut mettre une unité. Hein, voilà, on choisit température. C'est où ? Hop. Degré. Hop. C'est aussi pour l'affichage. Voilà. Également, en même temps que vous allez lire
la donnée en mode bus, pouvait, si elle n'est pas déjà la bonne valeur, pouvait la remettre à l'échelle. Il y a un coefficient multiplicateur et puis c'est y égale à x plus b. Hein. Donc par exemple, si la valeur dans l'automate elle est multipliée par 10 par rapport à la valeur réelle, hein, vous pouvez très bien dire je la multiplie par 0. Hein. Comme ça, je la ramène à la vraie valeur. Voilà. Ça arrive, des fois, les valeurs sont multipliées par 10, par 100. Donc on peut très bien la remettre à l'échelle ici par un coefficient multiplicateur et avec un décalage. Donc là, bon, elle est déjà à l'échelle, hein, je vais la laisser. Donc pour aller lire une donnée, j'ai juste besoin de faire ça et puis faire ajouter. On verra les paramètres, d'autres paramètres ici après pour gérer la donnée un peu plus bas. Donc déjà, voilà. Donc là, j'ai pas de point rouge. Normalement, quand il y a une croix rouge ici, là dans le cœur, là, ça veut dire que la communication ne fonctionne pas. Donc là, j'ai une valeur, ça fonctionne. Si je change un petit potentiomètre là en entrée de en automate, hein, hop, voilà. Donc ça bouge. Également, je peux vous faire voir en même temps, hop, voilà, j'ai le logiciel qui permet de configurer l'automate Schneider, hein, c'est Machine Expert hein, de Schneider. Hein. Je vais me connecter à l'automate. Voilà. Voilà, j'ai la table d'animation. Alors, la valeur, elle est ici, là, niveau, là. Voilà, ça s'appelle niveau ici. Moi, j'appelle température dans l'I1. Hein. Elle est à 4,7. Hop. Bon, il ne veut pas. Hop, 4,3 ici. Donc voilà, donc on voit qu'on a vraiment la bonne donnée en comparant. Bon, j'arrive pas à faire afficher les deux en même temps. 4,3, je vais rechanger à nouveau hop, dans l'automate. Voilà, j'ai 9,9 à peu près. Et là, je lis 9,9 aussi dans l'I1. Donc voilà, donc j'ai les bonnes données, ça me permet de comparer les données. Également, je peux créer un booléen que je vais les récupérer. Hop. Je vais l'appeler par exemple pompe, hein, n'importe quoi, l'état de marche d'une pompe. Mode bus, toujours topic A. Et là, le format d'affichage, c'est un type coil, hein, c'est entrée digitale. Donc là, l'adresse, c'est 10.001. Voilà, terminé. Donc là, c'est un booléen pour l'affichage, hein, c'est quand même mieux. Voilà, 10.001. Tant pour moi. Et pareil, là ici, tant qu'il n'a pas initié la communication, hop, voilà. Donc si je change, j'ai un petit interrupteur, hop, il passe à 1 ou à 0. Donc voilà pour la récupération de données. Donc après, on peut continuer à configurer tout ça. Hein. Ensuite, imaginons qu'on veuille historiser. D'accord? Donc je vais rééditer mon tag et j'ai enregistrement historique. Donc là, dans l'I1 Flexi, vous avez la possibilité de sauvegarder sur toutes les variables jusqu'à 1 million de points redatés. Donc une configuration mémoire par défaut, on ne voit pas autant, la configuration mémoire est 300 000 points. C'est une pile FIFO tournante. Hein. Mais on peut changer la configuration mémoire et la rajouter parce que ça prend sur une autre partie. Donc on peut la changer pour la passer à 1 million de points qu'on peut stocker dans la mémoire, hein, dans la flash. Hein. Donc c'est une FIFO qui va tourner. Donc il faut le faire avant de commencer à programmer, parce qu'après, si ça reformate tout l'I1, donc il vaut mieux le faire au début. Hein. Vous verrez, c'est dans configuration, gestion de la mémoire.
Voilà. Et ensuite, il va falloir définir sur comment vous stockez les points. D'accord. Sur quel ça peut être sur un intervalle de temps. D'accord. Par exemple, vous pouvez dire toutes les X ou X minutes, je vais sauvegarder un point. Mais également, ça peut être aussi sur une bande morte, c'est-à-dire sur un changement de la valeur. C'est-à-dire si elle varie. Donc, en fait, ça vous permet d'éviter de mettre un intervalle d'enregistrement trop petit, parce que sinon vous allez remplir la mémoire rapidement de points d'enregistrement, ce qui peut être idiot. Vous pouvez très bien dire j'enregistre toutes les minutes, par exemple, 60 secondes. Par contre, en 60 secondes, il peut se passer plein de choses. Une température, peut-être pas, mais bon. Mais vous pouvez dire, voilà, si ça varie de, je sais pas moi, de 0,5, ou en moins, là, par contre, j'enregistre. Donc, s'il y a un pic, là, on va stocker le point. Et ça, c'est une manière beaucoup plus intelligente de générer de l'historique. Donc, ça permet même quasiment de dire, au lieu d'enregistrer toutes les minutes, même de pousser, hein, on peut être toutes les 2 minutes, ou toutes les 5 minutes, enfin, n'importe. Mais quand même, s'il y a une variation d'une valeur, et là, il faut mettre une variation correcte, hein, faut pas que ça bagote trop autour des 0,5, hein. C'est vraiment pour capter les pics, les changements d'état brusques. Et là, ça vous permet vraiment de les capter. Même si vous mettez 10 secondes, vous pouvez très bien perdre un changement brusque. Hein, c'est pas exclu. Voilà. Bon, là, pour le test, pour vous montrer des choses, je vais mettre, pas forcément sur une valeur, mais je vais mettre toutes les 10 secondes. Comme ça, on aura des points. Je me contredis un peu, mais c'est vraiment pour la formation. Pour la démo, ce sera beaucoup plus simple d'avoir des points régulièrement. Voilà. Donc là, je reviens, j'ai bien activé l'historique. Je vais faire la même chose sur ma variable booléenne. Voilà, je vais aussi créer un historique. Et là, par contre, je ne vais pas mettre un intervalle, je vais mettre sur changement d'état. Donc chaque fois que ça change de 1, voilà, 0, 1, il va faire que ça. Voilà. Donc si je fais des changements d'état, hop, je vais changer la valeur. Hop. Voilà, je vais faire quelques changements d'état. Voilà. Alors, vous avez possibilité ici déjà dans le mode paramétrage des alarmes, hein, de visualiser sous forme de graphique. Donc, j'étais un peu vite là, vous sélectionnez une variable, vous dites graphique. Et là, vous mettez la période de début. Bon, là, on va pas avoir grand chose, hein, mais hop. Donc là, on commence à voir quelques données. On voit au début, on avait la valeur 9,9 là. D'accord, et je l'ai changé après. Bon, ça fait un peu carré parce que je fais des changements brusques, mais on va avoir bientôt une nouvelle valeur. Voilà, ça remonte. Et là, pareil, ici, sous forme de graphe, pour la booléenne, ben, là, par contre, c'est un graphique pur et dur. Voilà. On peut également exporter ça sous forme de tableau. Voilà. Undefined, c'est quand il n'y a pas de données. Hein. Donc, voilà. Et puis, à partir de là, on a des données pour chacune des variables. Voilà. On peut sauvegarder ça dans un fichier. Hein. Hein. Donc, ça vous permet déjà d'exploiter ici dans le mode configuration un peu vos données, les visualiser et puis les exporter. D'accord. Alors maintenant, je vais revenir sur les historiques. On verra comment ensuite les exploiter. Mais je vais continuer un petit peu sur la gestion des données.
Donc on a vu les historiques. Alors, vous verrez, il y a les historiques temps réel. Alors ça, j'en parle pas trop généralement parce que je vois pas trop un intérêt, mais vous pouvez l'activer. Alors ça, c'est pas sauvegardé en flash. Si jamais l'I1 reboot, c'est pas tout est effacé, c'est uniquement sauvegardé en RAM. Il y a une, je me rappelle plus exactement la durée, mais c'est très faible. On n'a pas beaucoup de profondeur d'historique, mais vous pouvez mettre une fréquence d'enregistrement très courte, voilà, très étroite. Ça vous permet d'avoir une sorte de fenêtre de replay, mais il faut venir très rapidement parce que vous aurez, par exemple, ici, les 600 dernières secondes, avec un enregistrement très, très, très fin. Bon, ça, c'est pas sauvegardé, alors c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment exploiter. C'est plutôt, voilà, pour revenir en arrière. Bon, l'intérêt, il est, je trouve, limité, mais bon, voilà, c'est mon avis. Voilà. Alors maintenant, si on va sur les alarmes, si j'active les alarmes, vous allez avoir plusieurs seuils. Vous allez pouvoir définir, voilà, seuil bas, seuil haut. Vous pouvez avoir un seuil très haut, un seuil très bas, donc vous pouvez avoir 4 seuils, hein, d'accord. Et comme ça permet d'alerter, d'avoir une préalerte à un seuil bas et puis à un seuil très 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 bas, un deuxième niveau ou idem dans le. Donc vous pouvez paramétrer tout ça pour les valeurs analogiques, hein, par exemple dire voilà quand si je dépasse si je suis en dessous de 2 par exemple, c'est pas bon, et si je suis au-dessus de 8, hein, bon ma valeur varie entre 0 et 10. Hein. Donc je vais mettre 8. J'aurai une alarme. Bon, je ne vais pas mettre de seuil très bas, très très bas et très très haut. On peut mettre une bande morte, c'est-à-dire que si on passe un seuil, donc l'alarme est déclenchée. Si on redescend légèrement en dessous du seuil et puis que vous avez une sorte de petit bagotement autour du seuil, bah, vous allez générer plein d'alarmes. Donc une fois qu'on a déclenché la première alarme, si on met une bande morte de 1 par exemple, bah, ça permet d'éviter de déclencher des alarmes intempestives sans arrêt. Par exemple, on est passé en dessous de 2 alarmes, ça remonte à 2,1 et puis ça redescend en dessous de 2. Bah, si on ne met pas de bande morte, on aurait à nouveau une alarme. Alors que là, si on met 1, bah, il faudrait que ça remonte à 3 pour que à nouveau une alarme puisse être à nouveau redéclenchée quand il repasse à 2. Je sais pas, j'espère que je suis clair, mais et idem dans le haut. Hein. Pour le niveau haut, c'est la même chose. Voilà, si on a une valeur booléenne, si je configure l'alarme sur le tag pompe, hein, qui est un booléen, bah ici, il faudra que je dise quel est le début de l'alarme. Est-ce que c'est sur l'état 1 ou 0? Bon, là, ça, on s'en fout. Il y a également un délai d'activation, c'est-à-dire que si on est en dessous du seuil 2, par exemple, ou au-dessus du 8, hein, en niveau, il faut que ce soit actif pendant 10 secondes pour qu'on déclenche l'alarme, un filtrage. Et là, c'est un message pour le journal interne, alarme température. Donc là, c'est juste pour le journal interne on n'a pas créé d'action encore avec ça. D'accord. Si je fais la même chose sur le pompe, l'état de marche, par exemple, pompe, pareil, je déclenche. Voilà, l'état normal, le début de l'alarme, bah, sur, par exemple, je veux dire, c'est l'état 0. Voilà, alarme, pompe, par exemple. Voilà. Donc là, je vais faire des changements. Hop. C'est au-dessus du niveau. En dessous, là. Voilà. Là, je vais aller au-dessus du niveau. Hop. Pareil, je vais faire des alarmes sur l'état de marche de la pompe. Hop. Là, je dois avoir une alarme. Donc là, j'ai créé les alarmes. Si je vais dans alarme, je vais avoir les alarmes en cours. D'accord. Donc actuellement, en cours, j'ai l'alarme pompe. D'accord. Là également, j'ai l'alarme température au niveau haut qui est actif. D'accord. Si l'alarme disparaît, non,
Voilà, c'est revenu en vert parce que l'alarme n'est plus active. D'accord. Idem pour la pompe. Voilà. Je vais retrouver dans les historiques. Et là, j'ai tous les changements d'état. Là, c'est uniquement les alarmes en cours. Là, se dire qu'elles sont finies. Hein. RTN, retour à la normale. Donc, on a à chaque fois dans le statut, RTN, c'est le retour à la normale. Et après, qu'on a alarme, ici, ALM, ça veut dire que c'est une alarme. LVL, c'est niveau bas. Et I, c'est niveau haut. D'accord. Bon, c'est des termes qu'il faudra juste apprendre pour comprendre ce que c'est, mais voilà. Donc, je vais rééditer. Hop. Voilà, aussi, j'avais également acquittement automatique sur retour à la normale. Moi, je vous conseille de le mettre. Ça évite de devenir acquitté pour redéclencher une nouvelle alarme, pour qu'elle soit à nouveau en attente. Donc, acquittement automatique, c'est-à-dire dès que ça revient à la normale, l'alarme est acquittée et une nouvelle alarme peut être à nouveau redéclenchée. Que si on ne coche pas ça, il faut venir sur là le journal et puis venir acquitter. Voilà, ça on a déjà acquitté, mais la pompe, je n'avais pas mis auto-acquittement, il a fallu que je vienne l'acquitter. Donc le mieux, c'est de faire comme ça. Hop. Voilà. Alors maintenant, imaginons qu'on veuille envoyer une alarme, un SMS par exemple, hein, d'urgence, hein, ou quand la pompe est à l'arrêt plutôt. Hein. Là, on sélectionne le tag, on fait configurer les actions d'alarme. Et là, vous pouvez faire, voilà, il y a plusieurs choses. Envoi d'un SMS, vous faites ALM. Sur le début de l'alarme, ça peut être sur l'acquittement, le retour à la normale aussi également. Vous pouvez cocher si vous voulez. Et vous mettez un numéro de téléphone, un 06, quelque chose, virgule, et puis il faut mettre GSM, virgule, 0. 0 parce que c'est le centre de messagerie par défaut qui sera pris dans la carte SIM. Hein. Si vous voulez mettre un autre destinataire, vous mettez un point virgule, puis un autre 06, etc., etc. Voilà, s'il y a un seul destinataire. Et puis après, vous mettez, par exemple, alarme. Donc ça, c'est le message qui sera transmis. Si vous voulez envoyer un mail, pareil, hein, à alarme, vous mettez l'adresse mail du destinataire, l'objet du mail. Ça peut être un message ici. Voilà, et vous pouvez envoyer des fichiers historiques. D'accord ? Alors, je vois que le temps passe très très vite. Je n'aurai pas le temps d'aller dans les détails, mais vous pouvez envoyer en pièce jointe des fichiers d'historique, d'accord, en utilisant ce format-là. Alors, je vais dire, c'est un peu barbare, mais quand on a compris comment ça fonctionne fonctionne très bien. En fait, ici, bon, il y a les $. On indique ce qu'on veut envoyer. Si on veut envoyer des fichiers d'historique, on va mettre par exemple DT HT, qui veut dire historique. D'accord. Donc vous avez pas mal de petites choses. Il y a un document qui explique tout ça. Donc c'est les exports bloc descripteurs. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez en savoir plus. Mais vous allez mettre plein d'éléments, vous allez pouvoir définir la profondeur de l'historique. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir définir. Voilà. Donc IGAM aussi, vous pouvez envoyer par FTP, ça va être le même format, vous allez pouvoir envoyer un fichier en utilisant ce même vocabulaire. D'accord ? Donc retenez, hein, c'est les exports blocs descripteurs. C'est description des blocs d'export en fait. Voilà. Donc voilà pour les données. Qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre ? Prendre un autre. Voilà. Bon, visibilité, on peut les déployer en mode bus, hein, c'est-à-dire on peut publier les données en mode bus TCP également. Bon, si c'est un autre protocole en Profinet, Profibus, ça peut être intéressant de les avoir après en mode bus TCP. Hein. Donc, il faut juste activer, dire ce registre-là, il sera à
telle adresse et c'est vous qui définissez votre mapping mémoire en Modbus. Vous pouvez le publier en CNNP également. Également, vous avez le KPI que vous pouvez activer qui va vous permettre d'afficher la donnée déjà dans... Hop, je vais peut-être la rafraîchir. Ah voilà, elle est apparue. J'ai pas été assez patient. Vous pouvez en mettre jusqu'à 6. C'est comme ça, quand vous vous connectez, vous évidez ça. L'intérêt aussi, quand vous avez sur Talk2M, ces données KPI peuvent être aussi affichées. Bon, il y a un petit temps de diffusion, je sais pas, je vais quand même aller voir si on peut l'avoir. Vous vous connectez sur le portail. Hein. Voilà. Vous allez voir les KPI. Hop. Bon, il n'a pas été encore diffusé, mais vous pouvez les avoir. Voilà, si, voilà, c'est arrivé. Donc la donnée, chaque fois qu'elle change, elle est poussée, directement sur le portail M2Web. D'accord. Donc si je change la donnée, hop, je change le. Là, elle est à 4,8. Là, elle est à 2,4. Ça va pas tarder à être mis à jour. Voilà, 2,4. Elle va être mis à jour. Donc c'est poussé en temps réel. On n'a pas d'historique. Et si vous avez plusieurs Iwan avec, tiens, j'en ai un d'autre là qui est arrivé, un autre Iwan, il peut également pousser de la donnée. Donc d'un seul coup d'œil, vous pouvez avoir toute la liste de vos Iwan avec les KPI qui sont jusqu'à 6 par Iwan qui vont être affichés. D'accord? Voilà. Alors, dans mon, on a vu les créations d'historique, création d'alarme, notification. Je vais. Alors, il y a une notion, je vais vous passer rapidement. Il y a une notion aussi de planificateur. Voilà, dans le système général. Et dans planificateur, en fait, vous pouvez créer des actions planifiées, c'est-à-dire à une certaine heure ou sur une certaine fréquence, envoyer des choses. D'accord? Donc là, le premier paramètre, ça va être les heures. Non, les minutes. Voilà, minutes. Et puis après, heure, jour, mois et jour de la semaine. Alors, si vous dites, voilà, tous les jours à minuit, par exemple, ou alors voilà, on va dire minuit 5, ou minuit 30, voilà, je veux envoyer, je sais pas, un mail, un SMS ou n'importe quoi. Donc, alors, le premier paramètre, c'est minutes. Donc, à minuit 30, on va mettre 30, d'accord? Tous les jours à 0 heure, donc l'heure. Et puis après, le jour, on peut définir le jour et le mois, d'accord? Donc, si je veux que ce soit tous les jours, je mets une étoile, c'est-à-dire c'est tous les jours, tous les mois. Sinon, si je veux que ce soit que, par exemple, le 12 du mois, je mettrai 12 et puis l'étoile. Voilà. Et puis après, ça peut être aussi le jour de la semaine, le dernier paramètre, par exemple, entre 1 et 7. 1, c'est le lundi, et puis jusqu'à 7 le dimanche. Donc, je mets étoile pour que ce soit tous les jours. D'accord? Et ensuite, je vais faire éditer les paramètres. Et là, on a, comme les notifications, on peut définir si c'est un email ou un SMS qu'on envoie. Donc, ça peut être un SMS de vie. Hein. Il y a des clients qui font ça tous les jours. Ils envoient un SMS pour dire « je suis toujours en vie ». Voilà. Ça peut être un FTP ou ça peut être l'email. Toujours pareil, avec le même format. Voilà. Donc là, juste pour vous donner un exemple d'un fichier, pour envoyer un fichier d'historique, c'est $, voilà. DT, c'est type de données, d'accord? Data type, hein, c'est HT, c'est-à-dire historique, en tableau d'historique. Donc ça va être une sorte de fichier CSV que je vais envoyer. Dollar. Le format type, FT, texte, OK, ça peut être aussi, on peut mettre en mode binaire, en mode graphe. Bon, vous verrez dans la doc, il y a pas mal de choses. Hein. $ST, c'est start time, c'est-à-dire le début. Par exemple, je dis M1440, c'est en minutes. Hein.
STM, c'est des minutes, 1440 minutes, c'est voilà, une journée. Hein. On peut mettre aussi, je crois qu'il y a D aussi pour dire, vous mettez D1, c'est-à-dire une journée aussi. Hein. Il y a plusieurs formats. Et également, il faut dire jusqu'à quand. Et là, si vous mettez ET, c'est end time, hein, fin, une période. Et si je mets 0, ça veut dire maintenant. D'accord. Et ensuite, on va finir par le nom du fichier qu'on veut envoyer, FN, file name. Et puis, je mets data, c'est tout avec le FN, hein, data.csv. Donc, le fichier qui sera envoyé, et je ferme les crochets, le fichier qui sera envoyé, il s'appellera data.csv, il contiendra les historiques de tous les tags. Après, il y a aussi des paramètres pour dire si c'est qu'un seul tag que vous l'envoyez ou des groupes de tags. On peut grouper les tags par des groupes A, B, C ou D. C'est pas comme les topics. Hein. C'est un autre type de groupe. On peut aussi envoyer tout un groupe de tags. OK. Voilà. Voilà très rapidement. Pour les planificateurs, bon, il y a plein de paramètres. Hein, j'ai pas le temps de passer dans tout. Je vais quand même faire une petite aparté sur le basique. Alors, le basique, hein, vous n'allez pas gérer un process, hein, c'est vraiment pas du tout le but. C'est pouvoir faire des traitements que vous ne savez pas faire voilà, par les paramètres, c'est-à-dire envoyer une alarme, vous pouvez le faire par les paramètres, mais vous pouvez très bien le faire par du script pour envoyer par exemple un SMS qui contient des données voilà, dynamiques. Là, on ne peut pas le faire par les paramètres classiques. Donc là, on va le faire par du script. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà, il faut mettre en mode... non, voilà. Donc, il faut le faire dans l'init section, c'est du déclaratif. Il faut voir, c'est du mode événementiel. Donc, c'est pas comme c'est pas du mode cyclique comme un automate. Hein. Donc, on déclare des événements. Par exemple, on dit on change, par exemple, sur changement d'état. Donc, vous verrez dans la doc, hein, il y a plein de choses, mais je vous donne quelques pistes. Par exemple, on change, par exemple, sur la variable qui s'appelle pompe. Voilà, on passe des paramètres. Donc là, c'est sur chaque changement d'état, pompe. Et là, je vais dire l'action. Voilà. Alors, je peux faire directement faire un envoi, par exemple, exécuter voilà, un script, ou soit faire un appel à une sous-fonction. Je vais mettre goto. Goto, par exemple, envoi SMS. D'accord. Une section, ben, je mets end. Donc, je fais toutes mes déclarations, puis à la fin, je mets end. Et comme ça, je peux après mettre mes sous-fonctions qui sont dessous. Envoi SMS, par exemple. Hop, je mets 2 points pour dire que c'est une fonction, enfin un sous-programme que je vais appeler. Je vais le délimiter par un end pour dire voilà, c'est fini. Et là, je vais dire, par exemple, je vais préparer mon message. Par exemple, alors on peut avoir des variables texte, $, la variable qui s'appelle $, hein. Dollar, c'est-à-dire que c'est une variable de type texte. Je peux dire, voilà, température, je veux mettre quand la pompe, je sais pas, elle change, je veux envoyer le message de la température, le contenu de la température, par exemple. Ouais, je fais n'importe quoi, mais bon, voilà. Température égale, par exemple, et puis je crée ça c'est mon texte statique, et je vais créer mon texte qui va être dynamique. Donc, je vais str $, c'est pour convertir une valeur analogique en valeur, on va dire texte, et je vais mettre le nom du tag. Donc, je vais appeler temp, et puis je finis par un $, pour dire que c'est une variable que j'ai déclarée. Je peux rajouter, par exemple, le degré, hop, un espace. Voilà. Voilà. Bon, je peux le construire autant que je veux. Et puis après, je vais faire send SMS, c'est les fonctions. Hein. On peut faire plein de choses hein, dans le script. Hein. C'est énorme. On peut même changer les paramètres de l'I1, des tags. Enfin, on peut faire énormément de choses. Hein. On va mettre un numéro de téléphone. Bon, 06 chose, virgule GSM, virgule 0. Voilà. Et j'envoie
là, il faudrait que je mette le texte que j'envoie dans le SMS. Ben là, je fais M $. Je peux mettre un texte statique hein, aussi. Voilà. Bon, là, comme vous n'aurez pas le SMS, ce que je vais faire, hop, je vais faire un print dans la console du message. M $. Puis ça, le SMS, je vais mettre en remarque, c'est-à-dire c'est du commentaire dans le. Hop, et je lance. Et je vais changer l'état de la pompe. Alors, comment elle s'appelle la variable? Temp. Autant pour moi, je me suis trompé, c'est pas, c'est arrobase à la fin. Voilà. Hop, clic à 0. Voilà, c'est mieux. Là, on doit être à 3,99 à peu près. Voilà. Donc voilà, c'est. Je ne vais pas aller plus loin parce que on est déjà 11... il est déjà 11 heures. Mais voilà ce qu'on peut faire avec le basique. Je vais juste finir sur Vuon. J'avais quand même promis d'en parler un peu. C'est un logiciel qui permet de créer une page web. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer un nouveau projet. Hein. Je vais l'appeler webinar. Hop. Mettre l'adresse IP de l'I1 pour récupérer le nom des variables. 92, 70, 89. ADM, le login et le mot de passe. Donc, vous allez créer un projet. La première chose qu'il faut faire, c'est importer les tags. Donc, il se connecte sur l'I1. Je me suis trompé dans l'adresse. J'ai oublié un point. Import des tags. Et il importe la liste des variables. Donc ici, après, vous faites une nouvelle vue. Index. Voilà. Et là, vous allez pouvoir... alors, vous pouvez mettre des images. Voilà, il faut que... Bon, il n'y a pas d'image. Bon, après, dans le projet, vous pouvez mettre des images et puis les afficher. Bon, j'en ai pas. Et si vous voulez afficher une valeur temps réel, vous mettez bon, n'importe quoi ici, dans le texte. Et après, vous allez faire de l'animation. D'accord? Ensuite, vous allez dire que voilà, c'est une variable de type texte. Et c'est une mesure pour afficher, par exemple, la valeur de la température. Et là, vous allez chercher là. Voilà, la variable qu'on a importée. Voilà, on peut mettre ici le pattern, c'est-à-dire que ce sera affiché avec la partie entière et puis 2 chiffres après la virgule. Si je relève un dièse, il n'y aura qu'un chiffre après la virgule. Et puis là, je mets l'unité derrière et puis je peux mettre température égale. Okay. Voilà. Une fois que vous avez fini, vous pouvez faire pas mal de choses. Hein. Il y a pas mal d'objets. Vous pouvez faire des boutons, afficher le journal d'historique, afficher les courbes. Je vais essayer d'en faire une vite fait, puis après je m'arrêterai là pour prendre vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le... Hop. Voilà, température, on peut mettre la couleur, voilà. On va mettre en mode historique, affichage de la dernière heure.
On va mettre la dernière heure. Généralement, ça doit être bon. Voilà, je sauvegarde. Et quand je veux l'envoyer dans l'I1, je fais export vers le device. Et on ferme. Et là, ensuite, je peux l'afficher 192.168.10.89. Et là, il faut que je mette l'URL. Le login et le mot de passe, bien sûr. J'ai dû louper quelque chose. Bon, enfin, le truc est là. Au niveau des courbes. Donc, lui, vous pouvez très bien dire après dans le paramétrage, parce que par défaut, quand je tape l'adresse IP, je tombe sur les pages de paramétrage, mais vous pouvez très bien paramétrer, dire voilà, la page d'accueil, quand je vous connecte sur l'I1, c'est la page U1 que j'aurais définie là. Et pour faire ça, en fait, vous allez dans Système général, vous allez dans Identification, et là, vous pouvez dire voilà, c'est une page U1. Vous mettez le nom de la page par défaut, et puis voilà. Voilà, j'ai fait le tour très rapidement. C'est vraiment pour vous donner quelques bases de départ, mais bon voilà, 1 heure, ça passe vraiment très vite. Hein. Comme je vous disais, une formation I1, c'est peut-être entre 1 ou 2 jours. Hein. Donc voilà, il peut y avoir énormément de choses à voir. Je vais regardez si vous avez des questions, réponses. N'hésitez pas à les poser, je vais regarder ça après. Je vous rappelle donc l'offre du Starter Kit. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez démarrer pour voilà, ceux qui connaissent, qui n'ont pas jamais démarré avec, ça vous permet de découvrir ça assez facilement, comment utiliser l'I1. Et il y a plein de choses pour exploiter les données, on peut les envoyer sur un MQTT vers des serveurs, on peut alimenter voilà, par Talk2M via des API web pour récupérer les données. Enfin, il y a vraiment énormément de choses que l'on peut faire, mais pas le temps de tout développer. Donc ce Starter Kit, il permet vraiment de vous voilà, de démarrer avec tout ça. Donc n'hésitez pas à nous en faire la demande. Hein. J'en profite là de vous introduire le prochain webinar qui est prévu le vendredi 6 octobre hein, sur un capteur IoT qui s'appelle le Bob Assistant qui permet de faire de l'analyse vibratoire et par intelligence artificielle de prévoir voilà, quand un moteur va tomber en panne ou casser par le modèle vibratoire. Donc, mon collègue vous en parlera un peu plus. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez quelques questions ou des demandes de devis, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Alors, je vais regarder si vous avez certaines questions. Alors, j'ai une première question par Florent Antoine. Pouvons-nous déclarer des tags via import? Oui. Vous pouvez en fait exporter les fichiers en format CSV, hein, tous c'est des fichiers texte. Hein. Donc vous pouvez exporter les données après. Donc vous pouvez déjà commencer à déclarer des tags et puis après récupérer le fichier texte de configuration des variables et puis après le réimporter. Donc après vous l'éditez vous rééditez voilà, dans Excel ou quelque chose comme ça. Il y a même des outils, je pourrais vous les envoyer sur tools.i1support.biz qui permettent aussi d'importer directement de Tiaportal des données. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez savoir comment faire. Donc, vous pouvez faire tout ça. Également, un outil, je ne vous en ai pas parlé, c'est eBuddy.
très important cet outil. Hein. Vous pouvez télécharger sur le site d'Iwan, qui permet déjà de changer l'adresse IP de l'Iwan, même si on peut le faire dans l'interface, faire une mise à jour firmware, voilà, et surtout de faire une sauvegarde de votre application. Ça, c'est très important. Vous allez faire une config. Comme tout est embarqué, si vous perdez votre Iwan, il crash, n'importe quoi, ou le vol, vous avez tout perdu. Donc, n'hésitez pas à faire une sauvegarde. Sauvegarder, voilà, backup. Et vous faites suivant. Et il va vous sauvegarder ça une sorte de zip, hein, c'est un tar. Hein. Il y a tous les fichiers de config et c'est des textes. C'est là-dedans que vous allez retrouver le fichier où il y a les variables et que vous allez pouvoir retravailler puis le réinjecter dedans. Donc très important cet outil-là. Alors, bonjour. Vous aurez, donc il y a quelqu'un qui me dit qu'il est arrivé un peu en retard. Est-ce qu'il sera possible de reprendre la vidéo de départ, hein. Vous recevrez un lien pour un replay, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, quel serveur de messagerie est utilisé pour l'envoi de mails? Alors, pour l'envoi des mails, vous pouvez utiliser votre propre serveur SMTP. Mais bon, des fois, c'est pas toujours évident. Sinon, vous pouvez utiliser SUDIWAN et vous pouvez paramétrer. Hop, voilà. Ça peut être ces relais. SUDIWAN, c'est relais.smtp.biz. Voilà. Vous pouvez utiliser celui-ci, mais vous pouvez très bien mettre celui que vous souhaitez. Le vôtre, hein, si vous le connaissez. Et SUDIWAN, voilà, il faut que ce soit un Iwan. Ça ne peut pas être n'importe qui utilise. Il y a quand même des vérifications qui sont faites, hein, qu'il s'agit bien d'un Iwan. Mais voilà, comme ça, au moins, quel que soit le réseau, vous allez connecter l'Iwan, ça fonctionnera. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de login, mot de passe. Il suffit de mettre ça, et puis c'est tout. J'avais une question. Dans quel menu fait-on la sauvegarde de la configuration Iwan? C'est le eBuddy. Voilà, j'ai répondu. Peut-on exporter des fichiers variables en CSV sur un serveur FTP? Alors, Iwan, il est serveur FTP. Donc, si vous vous connectez en FTP, vous allez avoir tous les fichiers de config, dans les fichiers de variables. Donc, vous allez pouvoir l'importer et puis modifier le fichier CSV. Et puis après, le réexporter dans l'Iwan via le FTP. Voilà pour les questions. Je pense que j'ai fait le tour. Il n'y en a plus. Et puis bon, voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je vous remercie de votre attention. J'espère que voilà, cette formation vous aura servi. Et puis, si vous avez besoin d'autres formations, on peut proposer des séances plus spécialisées, plus orientées pour vous aider à développer vos projets. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis un très bon week-end à vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.